Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Alors, je vous ai préparé une série de vidéos sur le sujet un peu du moment. Et aujourd'hui, on va commencer par la base. On va voir les dettes et les agences de notation. Qu'est-ce que c'est et tout simplement à quoi ça sert. Nous verrons dans deux autres vidéos une analyse d'actions de Moody's et puis de S&P Global. Vous verrez que ce sont deux actions financières très intéressantes que je compte fortement acheter, mais je vous en dis pas plus, on verra ça dans les deux autres vidéos qui vont suivre. On est tous d'accord pour dire qu'en ce moment, le niveau de la dette, il est préoccupant. Déjà, la dette mondiale, on va arriver d'ici la fin 2024 à plus de 100 000 milliards de dollars. 100 000 milliards de dollars, hein, c'est énorme les amis. Et puis, rien qu'en France, on en parle souvent de la France et de sa dette qui est préoccupante, à la fin du deuxième trimestre 2024, on était arrivé à 3 228 milliards d'euros de dette, ce qui est énorme. C'est un sujet qui est de plus en plus important, il est au milieu de tous les débats, des campagnes présidentielles, notamment américaines qui se jouent en ce moment. Comment allons-nous payer la dette? On le voit notamment avec le poids des intérêts de la dette française qui sont passés de 39 milliards d'euros en 2023 à 54 milliards d'euros estimés pour 2025. Alors la vidéo d'aujourd'hui va se découper en deux parties, un peu comme d'habitude. Dans une première partie, nous essaierons de comprendre ce que c'est la dette étatique, donc la dette d'État, et la dette d'entreprise privée. Et puis, dans une seconde partie, dans la partie 2, nous verrons les agences de notation, donc leur importance et les notes notamment qu'elles donnent aux États, aux entreprises, bref, aux dettes. C'est parti pour la partie 1, comprendre la dette. La dette, c'est quoi? Alors, très simplement, prenons la définition du petit Robert. C'est une somme d'argent qu'une personne, donc le débiteur, emprunte à une autre, le créancier. L'emprunteur devra rembourser le créancier du capital emprunté, plus des intérêts. Les intérêts vont représenter le coût de l'emprunt pour le débiteur et inversement, les intérêts représentent le bénéfice pour le créancier. Alors déjà, on va commencer par la dette étatique. Que dire de la dette d'État ou même la dette publique? C'est pareil. On va voir la définition et l'importance pour un État. Alors la dette publique, c'est l'ensemble des emprunts contractés par un État pour financer ses besoins, donc son budget, et notamment en cas de déficit budgétaire, vous vous en doutez sûrement, comme c'est le cas pour la France. Un État doit émettre de la dette pour financer tout ce qui ne peut pas être payé par les revenus fiscaux qu'elle collecte, donc les impôts et les taxes. Alors maintenant, pourquoi les États empruntent-ils de l'argent? Et je vais vous donner quelques exemples. Déjà, ça va être pour financer des dépenses publiques, construire des hôpitaux, révolutionner ou plutôt améliorer le système éducatif. Vous le voyez en France, notre merveilleux système éducatif avec toutes ces élites qui sortent de l'école. Développer le réseau de transport qui est très coûteux notamment, ou même les entreprises publiques comme Areva de mémoire, enfin celles qui font les centrales nucléaires, tout ça coûte des milliards et des milliards d'euros. Les États empruntent de l'argent aussi pour financer la gestion de crise, notamment en 2008 quand les États-Unis ont fait tourner la planche à billets pour injecter des liquidités dans l'économie, ou en 2020 quand Macron a lancé le fameux quoi qu'il en coûte pour financer le chômage partiel et les vaccins, on se souvient tous du vite ma dose. Lever de la dette va servir aussi pour financer des investissements à long terme. L'objectif, c'est tout simplement de stimuler la croissance économique future ou la fameuse transition énergétique qui nous sert tant aujourd'hui à nous pomper tout notre fric. Alors maintenant, comment un État emprunte de l'argent? Dans la plupart des cas, ça va être par des obligations d'État. En gros, ils vont émettre des titres de dette qui promettent un remboursement à une échéance déterminée, plus le fameux taux d'intérêt. Par exemple, en France, on a le OAT, c'est l'obligation assimilable du Trésor. Et en Amérique du Nord, c'est le fameux bon du Trésor, donc le T-bond. Et il faut le savoir que la dette américaine est détenue à 15% par le Japon et la Chine à 9%, ce qui est vraiment une belle part quand même de détention pour le bon du Trésor américain. Alors maintenant qu'on a vu comment un État emprunte de l'argent, on va voir les conséquences d'une dette excessive pour un pays. Déjà, il y aura l'inflation. L'État imprime des billets pour rembourser ses créanciers. Forcément, ça provoque de l'inflation et de l'hyperinflation, dans certains cas, notamment dans les pays sous-développés ou en voie de développement, comme la Chine par exemple. Et là, le résultat, il est direct, il va y avoir une réduction du pouvoir d'achat des citoyens. Souvent, les crises proviennent des dettes. Lorsque l'entité n'arrive plus à rembourser sa dette, il y a donc un risque de défaut de paiement. Par exemple, la Grèce, en 2010,
a été sauvé par un plan de sauvetage de l'Union européenne et du Fonds monétaire international, donc le FMI. Mais bon, vous inquiétez pas, on reviendra sur cet exemple un peu plus tard dans la vidéo. Et puis forcément, qui dit inflation et dit crise de la dette, il y a une perte de crédibilité. Un endettement trop important d'une entité peut entraîner une dégradation de la note de crédit, vous le verrez juste après, du pays par les agences de notation. Le résultat, il est sans équivoque, il y a une augmentation du coût de financement de la dette, car les investisseurs, à juste titre, vont exiger des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque qu'ils prennent. Alors maintenant qu'on a vu les dettes étatiques et les dettes publiques, les dettes d'État, bref, on va voir les dettes des sociétés privées. Alors c'est un peu le même système, je vous l'accorde, que pour une dette étatique, sauf que l'objectif numéro 1 pour une société, c'est créer de la richesse, contrairement à un État qui est de la dépenser. Une entreprise privée va lever de la dette pour investir, par exemple, Tesla avait emprunté des dizaines de millions de dollars pour construire sa Gigafactory au Nevada, mais aussi une entreprise peut lever de la dette pour acquérir d'autres entreprises. Et là on peut prendre l'exemple de Microsoft qui avait émis de la dette pour financer l'acquisition de LinkedIn, qui avait coûté 26 milliards de dollars. Ou LVMH avec Tiffany lors de son rachat, par exemple, il y a quelques années de cela. Alors c'est une liste non exhaustive, il y a plein d'autres raisons pour qu'une entreprise s'endette, ça peut être pour acheter une plus grosse machine. Alors comme pour un État, l'entreprise privée doit honorer ses dettes, sinon il y a un risque de faillite. L'endettement doit être mesuré. Et là on peut prendre le fameux ratio dette sur EBITDA, vous savez que j'adore, qui doit être plutôt raisonnable et personnellement, vous le savez, je le répète à chaque vidéo quasiment, il doit être inférieur à 3, c'est ce qui est le mieux. Et puis l'endettement doit être destiné à créer de la richesse in fine, forcément vu qu'on est une entreprise. On peut prendre l'exemple d'Apple qui s'endette pour financer son programme de rachat d'actions et pour investir dans ses différents projets. Son endettement en numéraire, il est assez élevé parce qu'il représente quasiment 123 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui est énorme. Mais en réalité, il est faible parce que si on compare à ses free cash flow, donc au cash qu'elle génère, rien qu'en 2023, elle a généré 99,5 milliards, donc quasiment 100 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et donc c'est une entreprise quasiment pas endettée en réalité. Alors je vous l'accorde, avec tous ces milliards d'empruntés chaque jour, ça peut faire tourner la tête. Et forcément, il faut de la régulation, il faut du contrôle, il faut de l'évaluation. C'est pour ça que l'on a créé les agences de notation. Partie 2, vous l'aurez compris, les agences de notation. Et pour ça, je vous propose un petit récapitulatif de l'histoire. La première dette notée par une agence de notation date de 1909, lorsque Moody's Investor Service a commencé à évaluer les risques de crédit des obligations émises par les compagnies de chemin de fer aux US, qui étaient à l'époque l'équivalent de notre Facebook d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les 3 principales agences de notation vont être Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui forment véritablement un oligopole. Les 3 agences couvrent à elles seules 95% du marché mondial de la notation de la dette, ce qui est énorme. Pour aller un peu plus dans le détail des parts de marché, Standard & Poor's Global Rating représente 40 à 45% du marché. Moody's, c'est 35 à 40% du marché. Quant à Fitch Rating, c'est environ 10 à 15% du reste. Donc c'est vraiment énorme. Et je peux vous dire que leur travail est d'une importance capitale. Pour faire simple, elles évaluent la capacité des émetteurs de dette, donc les États, les entreprises, les collectivités locales, etc., etc., à rembourser leur emprunt. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de leur activité. Alors je peux vous dire que Moody's, S&P Global et Fitch Rating, là on n'est pas du tout à Bercy, en quasiment 100% téléglandage, je peux vous dire que ça ne chôme pas. Déjà, elles vont évaluer la solvabilité. Est-ce que l'emprunteur peut rembourser son créancier ? Et l'exemple en juin 2024, l'agence de notation S&P a abaissé la note de AA à AA-, la note de crédit de long terme de la France, en précisant 3 raisons. Première raison, la dette publique devrait atteindre 112% du PIB en 2027, ce qui est colossal, surtout pour une croissance comme on a actuellement, qui est ridicule, actuellement qui date déjà, on a la même croissance depuis 10 ans. Deuxième raison, le déficit public qui a explosé à 5,5% du PIB. Et pour couronner le tout, c'est cette instabilité politique qui a fait confirmer à Standard & Poor's d'abaisser la note de la France, notamment lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà, qui commande, qui fait quoi, mais surtout qui va payer la facture Macron et celle de ses prédécesseurs, on ne sait pas. Alors les agents de notation évaluent la solvabilité,
mais aussi attribue une note de crédit. L'objectif ici, c'est d'évaluer le risque de défaut. Comme à l'école, si une note est proche de A, eh ben on est un bon élève. On a le droit à des cadeaux, les intérêts sont moins élevés, bref, c'est mieux pour vous. A contrario, si vos dettes s'approchent du niveau inférieur à triple B- ou à Baa3 pour Moody's, on rentre dans une catégorie spéculative. Et là, c'est pas top. On est le mauvais élève. Plus personne ne veut vous parler, plus personne ne veut vous prêter de l'argent. Et là, on peut prendre l'exemple du fameux constructeur d'avions, Boeing, vous savez, l'entreprise avec les portes qui ne tiennent pas, les salariés en grève depuis 2 mois, les suppressions d'un quart de l'effectif, bref, y a-t-il un pilote de l'avion? C'est à se le demander. Elle risque de voir sa note de crédit déclassée à junk, donc la catégorie spéculative. Et tout ça, c'est un gros problème pour financer ces 52 milliards, car si la dette est classée spéculative, alors vos dettes sont inéligibles de facto aux indices d'investissement. Personne ne veut prêter de l'argent à quelqu'un qui est trop en galère, ça serait bien trop risqué pour nos petits deniers. Alors une fois que les agences de notation ont noté une dette d'un État ou d'une entreprise privée, bref, vous l'avez compris, et forcément, elles se doivent de suivre cette note et de mettre à jour leur notation, qui peut évoluer dans le temps. Forcément, on ne peut pas juger un élève sur qu'une seule note. Les agences de notation utilisent donc le contrôle continu, on pourrait dire ça comme ça, pour réévaluer les notes de crédit. Comme on le voit, on a un processus qui est assez long à respecter afin de noter et réévaluer une note. Déjà, l'émetteur doit prévenir, par exemple Moody's, qu'il souhaite que sa note soit notée. Il y a la rencontre avec le board, puis l'analyse du dossier, ça passe en comité de notation, et ensuite il y a la publication. Une fois la note publiée, on continue d'analyser les rapports afin qu'elle soit toujours valide, auquel cas on la réajuste à sa juste valeur. Et forcément, pour ceux qui ne veulent pas attendre la réévaluation d'une note, vous le savez, en finance, tout le monde est pressé, tout le monde veut avoir toute l'information tout de suite, et les agences de notation publient des perspectives de notation, le fameux Outlook. C'est très suivi par les investisseurs. C'est un peu comme une mise en bouche lors d'un repas quand on s'empresse de manger les entrées alors que l'on n'a même pas encore vu le plat qui est généralement meilleur que l'entrée. En plus de la note, donc les agences de notation fournissent une perspective de notation. Elle peut être positive, négative ou stable. L'objectif, c'est de donner une indication sur la direction potentielle de la prochaine modification de la note. Et pour vous faire une petite piqûre de rappel, donc Fitch Rating en octobre n'a pas dégradé la note de la dette française, qui est restée à AA-, l'équivalent d'un 17 sur 20 à l'école, mais la place néanmoins sous perspective négative depuis peu. Et puis ensuite, les agences de notation ont d'autres activités, elles évaluent des risques spécifiques à une industrie ou un secteur, comme à l'aéronautique ou à l'automobile par exemple. Elles vont aussi analyser des perspectives économiques et plein d'autres choses encore. Alors maintenant, la conséquence de la note sur l'emprunteur. Prenons l'exemple phare de la crise de la dette grecque comme on en parlait juste avant. Pour vous recontextualiser un peu le propos, on est en 2010, la Grèce dévoile un déficit budgétaire très important qui plonge le pays dans une crise financière sans précédent. Et là, les agences de notation interviennent tout de suite. En 2010, S&P et Moody's abaissent la note de la Grèce à BB+. Donc là, on rentre dans la catégorie spéculatif, les fameux junk bonds. En 2011, la note est encore déclassée par S&P en passant à triple C. Triple C, les gars, c'est vraiment pas bon. Ça signifie un risque de défaut sur le remboursement de la dette qui est imminent. La conséquence, elle est directe, les investisseurs exigent beaucoup plus de rendement pour accepter ce risque. Les taux d'intérêt sur les obligations grecques à 10 ans sont passés de 35% en 2012 contre environ 5% avant la crise. Là, forcément, c'est impossible pour la Grèce de payer en fait ses coupons, de payer ses intérêts. Avec un taux d'intérêt aussi haut, impossible pour l'État de financer sa dette publique. Mayday, Mayday, l'Europe est arrivée à la rescousse en faisant encore une fois tourner la planche à billets. Elle injecte plus de 240 milliards d'euros en 2 ans dans les comptes grecs en échange de mesures d'austérité drastiques. Et voilà les amis, on se retrouve déjà pour la conclusion de l'émission. Alors j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues et digestes à regarder. Pour ceux qui sont passionnés par les agences de notation, mieux qui ont S&P Global et Moody's en portefeuille, ou même si vous êtes investisseur dans de l'obligataire, je vous recommande très fortement
de lire Les agences de notation de Norbert Gaillard. Le livre, il est tout petit, il est pas cher, il est simple, il est rapide à lire. Moi, j'avais acheté l'ancienne version, je crois que je l'avais vu à 4 euros chez Gilbert Jeune. C'est au top, ça fait même pas une centaine de pages et à la fin, vous savez, vous comprenez vraiment tout des agences de notation, de leurs notes, de comment elles fonctionnent. J'essaye de faire des vidéos un peu condensées pour vraiment avoir le principal. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches. On n'a pas eu le temps d'en parler dans cette vidéo, mais les agents de notation, pas tout est beau, pas tout est rose, hein. Elles ont été accusées plusieurs fois, à de multiples reprises dans l'histoire, de malversation, de conflit d'intérêts, en jouant un rôle clé dans la grande crise financière de 2008, par exemple, quand ça avait pété au grand jour. Voilà, bon, je vous l'accorde, c'est un sujet un peu moins fun que d'habitude. Je vous dis pas quelle action acheter. Enfin, de toute façon, je vous dis jamais quelle action acheter, hein. Mais voilà, on parle pas forcément d'action, là, on parle plutôt d'économie. Mais la dette, c'est ce qui régit l'économie aussi, hein. Donc voilà, oui, c'est vrai, c'est un sujet un peu moins fun que d'habitude, mais très intéressant néanmoins, qui est au premier plan de l'économie. Vous le savez, la dette aujourd'hui, on en parle tout le temps et on va, je pense, très certainement en reparler à de multiples reprises avec les élections qui vont arriver américaines et françaises en 2027, je crois. Et voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de faire une petite entracte pour préparer les analyses d'actions de Moody's et de S&P Global qui vont arriver très prochainement. Sur ce, je vous invite vraiment à liker la vidéo, à commenter si vous avez une petite touche à ramener à l'émission, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!